Au début, la volonté des hommes était de quitter la terre et de faire comme les oiseaux, qui, eux, savaient voler. Ils se mirent à dessiner des croquis, qui bien sûr ne marchaient pas car c'était un rêve, mais un rêve qui plus tard devint science, comme avec Léonard de Vinci qui avait imaginé différentes machines qu'il les mit en détail dans ses carnets, comme l'hélicoptère, l'avion qui était à l'image de la chauve-souris, ou encore le parachute. C'est environ 200 ans après lui que Francesco Delena imagina un bateau aérien, équipé d'une voile et de 4 ballons en cuivre très fin. Bien sûr, ce n'était pas possible à concevoir, mais cette idée fit quand même avancer la science. En fin XVIIIe siècle, Joseph Montgolfier pensa un système très ingénieux qui consistait à faire voler une voile avec du feu. C'est ainsi que Joseph et son frère conçurent les premières montgolfières quelques années plus tard. Le rêve était enfin réalisé. Les hommes savaient voler. Mais d'autres n'étaient pas satisfaits car ils ne voulaient pas se laisser diriger par les forces du vent. Ce fut dans les années 1800 que Sir George inventa et conçut le tout premier planeur de l'histoire, et les tests furent concluants. En 1875, Thomas Moy fit construire la première machine à vapeur qui a réussi à s'élever pendant quelques secondes, mais ça ne pouvait pas être considéré comme un vrai vol. Plusieurs inventeurs comme Lilian Thal et ses différentes expériences de planeur, ou encore Clément Ader à bord de son monoplane Éole. Ce furent les précepteurs des machines volantes, mais toutes ces inventions et expériences n'étaient pas vraiment concluantes, et ce n'était pas considéré comme un vol véritable. Ce fut en 1894 que Sir Hia Maxim construit un énorme biplane à l'aide de 2 moteurs à vapeur. L'engin réussit à s'envoler avec un équipage, soit 3 tonnes. Depuis, ce fut le début de multiples compétitions, à celui qui arrive à voler le mieux et à contrôler son avion en premier. Le 17 septembre 1903, les frères Wright, qui avaient fait plusieurs essais de contrôle sur des prototypes, décidèrent de tester leur machine la plus élaborée et la meilleure selon eux. Ils firent 4 essais, et au bout du quatrième, la machine réussit à voler pendant 59 secondes et parcourut 255 mètres. Elle a décollé de son plein gré et a réussi à être contrôlée par un pilote qui était un des frères. Ils rentrèrent dans l'histoire car ce fut les premiers à avoir construit une machine volante permettant d'être contrôlée. Entre 1906 et 1916, ce fut une grande avancée dans le domaine de l'aviation. Wilbur Wright a décroché plusieurs records en seulement 6 mois, dont celui du plus long vol en solitaire, soit 2 heures, ou encore de la plus grande altitude atteinte, 213 mètres. L'aviation ne cessa d'évoluer et chaque pilote voulait voler toujours plus longtemps que le précédent, et de plus en plus de gens s'intéressèrent à l'aviation, notamment les femmes. C'est en mai 1918 que les pilotes aériens participèrent à la guerre et volaient au-dessus de la France. Les aviateurs étaient surtout là pour la reconnaissance, et à force, les soldats accumulaient de l'expérience dans le pilotage aérien. C'est un peu plus tard que les différentes nations créèrent des avions de combat, comme l'Albatros, le Nieuport, le Spad ou encore le Sopwith Camel. Après à peine 20 ans d'existence, la technologie s'améliorait dans le domaine de la sécurité et de la fiabilité de l'aviation. Dans les années 20, on fit des essais pour améliorer les performances des moteurs, des fuselages et des instruments de bord. Une nouvelle génération d'aviateurs qui ne se contentait pas seulement de voler apparut. James Harold Jimmy Doolittle, qui fait partie de cette génération, détient plusieurs records, dont celui de faire voler un hydravion R3C2 à la vitesse de 371 km/h en octobre 1925 lors de la rencontre internationale de Schneider. Le Fokker T2 est le premier avion à avoir traversé l'Amérique sans étape de Long Island à San Diego en 1923. L'année suivante, le Douglas World Cruiser fut l'un des 2 avions qui fit le tour du monde. Il mit un peu moins de 6 mois et 70 étapes pour l'effectuer. Ce fut un triomphe de l'aviation. Dans la soirée du 21 mai 1927, un jeune Américain en provenance de New York posait son monoplane, le Spirit of Saint-Louis, sur la piste de l'aéroport de Burget, près de Paris. Épuisé, Charles Lindbergh était accueilli par une impressionnante foule venue saluer son exploit, la première traversée en solitaire sans escale de l'Atlantique en aéroplane. Lindbergh montra que l'avion était un transport sûr et ponctuel, et c'est ainsi que quelques années plus tard, le transport de l'aviation naquit. En effet, certains décidèrent d'utiliser les vols qui transportaient le courrier pour transporter des passagers. Cela suscita donc l'intérêt de ceux qui allaient se lancer dans l'industrie de l'aéronautique. Suite à cela et bien des années plus tard, le Boeing 247 fut conçu et fut considéré comme le premier avion de ligne moderne. Il pouvait faire de New York à la Californie en une seule journée. En effet, il était capable de voler à plus de 250 km/h. En 1927, moins de 19 000 voyageurs avaient emprunté la voie des airs. En 1931, ils étaient passés à presque 400 000. Le Boeing 314 fut l'avion le plus luxueux de 1939 et fut considéré comme le meilleur, et remplaça l'hydravion Martin 130. Mais aucun avion ne fut aussi légendaire que le DC-3 dans l'avancée du rêve. Dès le début de la Seconde Guerre mondiale, la supériorité aérienne serait déterminante pour une victoire des Alliés sur la puissance de l'Axe.
Par ailleurs, le meilleur appareil de combat aérien était le Mustang P-51 grâce à un moteur à piston. L'ère de l'avion en réaction commença à la fin des années 30. Sans le savoir, des génies de la technique, l'anglais Frank Whittle et un ingénieur allemand, inventèrent simultanément le processus du moteur à réaction. Les Allemands produisirent des appareils de combat à réaction en grand nombre vers la fin de la guerre. Le premier avion à réaction américain est le Bell XP-59. Mais le système de propulsion n'était pas très au point, donc ils ont limité la puissance du moteur à 50%. Cette nouvelle génération d'appareils à réaction pouvait aller plus vite et plus haut que tous ceux qui l'avaient précédé. Mais ils se retrouvèrent à une nouvelle barrière qu'on appelle le mur du son. Ce mur provoquait des instabilités et donnait des problèmes de maniabilité aux avions qui dépassaient une certaine vitesse. Cela provoqua la mort de plusieurs pilotes. Pendant la guerre, le Constellation et les 2 C4 Douglas ont servi au transport militaire. Avec le Comet britannique sorti en 1952, on entrait dans l'ère du jet. En 1952, Boeing prit la décision d'investir 25% dans la société, soit 16 millions de dollars dans un appareil civil adapté à l'ère du moteur à réaction. Leur prototype fut appelé Dash 80. Les tests furent concluants et 3 ans plus tard, le Boeing 707 fut mis en service. Durant les années 60-70, le transport aérien s'est développé dans le monde entier. Les compagnies aériennes avaient besoin de plus en plus d'avions et plusieurs avions furent créés avec une grande capacité et un meilleur rendement. Mais ce n'est pas uniquement grâce à l'imagination et aux rêves des inventeurs qu'un avion pouvait voler. En effet, c'est suite à de nombreux calculs et recherches que l'aviation est née. Ici, nous allons vous parler d'une des forces les plus importantes pour le vol d'un avion, à savoir l'aérodynamisme. Pour qu'un avion vole, 2 résultantes sont mises en jeu. La première est la résultante mécanique, regroupant le poids et la traction. Le poids est la force qui attire l'avion au sol. Il s'exprime en newtons. Il est égal à la masse en kilogrammes multipliée par l'intensité de pesanteur en newtons par kilogramme. Prenons l'intensité de pesanteur de la Terre, qui est de 9,8, ainsi que la masse d'une personne adolescente, soit pour l'exemple 65 kg. Pour trouver le poids de cette personne, il faut multiplier sa masse en kilogrammes par l'intensité de pesanteur de la planète. Il est égal à 637,65 newtons. Maintenant, reprenons cette même personne et mettons-la sur la Lune. Sachant que l'intensité de la Lune est de 1,62 newtons par kilogramme, alors son poids est égal à 105,43 newtons. Le poids de cet homme sur la Lune est beaucoup plus faible que sur la Terre. C'est pourquoi, sur la Lune, avec une apesanteur aussi faible, nous pouvons rester dans les airs plus haut et plus longtemps après un saut. Maintenant, appliquons cette formule sur un avion A380. Celui-ci a pour masse 276 800 kg à vide, donc en appliquant la formule, on obtient 2 715 408 newtons sur Terre. La traction, quant à elle, est définie par la puissance du moteur de l'avion noté T, soit pour l'A380, 4 moteurs Engine Alliance GP 7200. La seconde résultante est celle de l'aérodynamique, comprenant la portance et la traction. La portance permet de faire décoller un avion et le maintenir en hauteur. Elle est liée à l'effet de l'air sur l'aile et elle se doit d'être égale au poids de l'avion en vol de croisière. Lorsque l'avion se met en mouvement, il va créer un mouvement allant dans la direction opposée. C'est cette réaction sur l'aile qui permet le vol. Il existe 2 phénomènes qui entraînent cette réaction. Lorsque le vent passe sous l'intrado, la pression de l'air augmente à cet endroit. Cette suppression appliquée sous l'aile la pousse vers le haut. Cependant, le principal phénomène qui engendre la portance, c'est la dépression qui se forme sur l'extrado et qui tire l'avion vers le haut. Cela se produit par l'espace après le bord d'attaque qui s'élargit. L'air à l'avant de l'aile est comprimé, puis en passant au-dessous de l'extrado, elle va tendre et occuper l'espace disponible. L'espace pour le passage de l'air à l'avant de l'aile étant plus petit qu'à l'arrière, il se produit un effet de dynamique des fluides, appelé effet Venturi, qui va accélérer l'air au-dessus de l'extrado, et cette accélération forme alors une dépression. Cette dépression va tirer l'aile vers le haut. L'effet Venturi va donc engendrer ce qu'on appelle le principe de Bernoulli. On peut augmenter la portance en augmentant l'angle que fait l'aile par rapport aux lignes du vent. C'est l'angle d'attaque. Plus cet angle augmente, plus la portance augmente, ainsi que la traînée via les frottements de l'air sur l'aile. Il existe 3 types d'écoulement de l'air sur l'aile d'un avion. Le premier est l'écoulement laminaire. Cet écoulement suit une trajectoire rectiligne. Le second est l'écoulement turbulent, qui ont une trajectoire irrégulière. Et le dernier est l'écoulement tourbillonnant, formant des tourbillons d'air. Nous pouvons calculer la force de la portance en faisant le calcul suivant. Nous allons appeler la portance Fz, qui s'exprime en newton. Rho est la masse volumique de l'air, soit 1,225 kg par mètre cube. V, c'est la vitesse de déplacement maximale d'un avion, en mètres par seconde. S, la surface à l'air, qui est l'air des ailes projetées sur le plan horizontal. Et Cz, le coefficient de portance. La portance doit être égale au poids de l'avion.
Reprenons l'exemple de l'A380 et appliquons la formule pour trouver le coefficient de portance de cet avion. Il faut donc la trouver avec la formule de la portance. Pour cela, il nous faut faire une équation banale, sachant que la portance Fz est égale au poids de l'avion en question. Donc en admettant que l'avion soit à 8000 mètres d'altitude, il faut donc convertir la masse volumique de l'air au niveau de la mer à une masse volumique de l'air à 8000 mètres d'altitude. Pour cela, cette méthode est employée. Celle-ci est égale à 0,525 kg par mètre cube. Cz est égal à Fz sur 1 demi fois ρ fois V au carré fois S. Cz est donc égal à 0,15. On peut donc vérifier avec le coefficient Cz que la portance est bien égale au poids. La traînée correspond à une force due au frottement de l'air dans la direction opposée à la vitesse de l'aviation. Elle est due à la pression de l'air sur l'appareil qui est alors freiné. La formule de la traînée est notée Fx, soit 1 sur 2 ρ fois V au carré fois S fois Cx. Avec la 380, le coefficient de traînée est de 0,02 et c'est la seule valeur qui change par rapport à la portance. Donc on applique la formule et on obtient 366 486,613 newtons. Cette valeur doit au minimum être égale à la traction de l'avion pour qu'il puisse voler. Pour conclure, il faut savoir que la variation de la portance se traduit par un changement d'altitude et une variation de la vitesse qui a un impact direct sur la traînée. La variation du poids se caractérise le plus souvent par un changement d'altitude. La variation de la traînée a une influence directe sur la vitesse et entraîne aussi un changement d'altitude. Un accident aérien est un événement lié à l'utilisation d'un aéronef qui entraîne le décès ou des blessures graves à une ou plusieurs personnes ou encore des dommages irréparables à la structure de l'appareil mettant en danger les personnes dans l'avion. Un événement qui met en cause la sécurité des vols sans conséquences sérieuses est considéré comme un incident aérien. Les incidents graves sont des incidents dont les circonstances indiquent qu'un accident a failli se produire. Pour vous montrer un accident aérien, nous allons vous refaire les dialogues de la boîte noire du vol AFR 4590, qui est l'un des plus violents accidents français jamais rencontrés. Concorde, pour New York, en écho 26. Il nous faudrait la 26 droite sur toute sa longueur. Prévoyez la 26 droite. Sur la 26 droite. Air France 4590, bonjour. Roulez pour le point d'arrêt 26 droite par Roméo. Vous voulez Whisky 10 ou vous voulez la voir Roméo? Il nous faut toute la piste. Ok, donc vous roulez pour Roméo. Air France 4590. 4590, alignez-vous et maintenez la 26 droite. On s'aligne et on maintient la 26 droite. 4590. 4590, piste 26 droite. Vent 090, 8 KT, autorisé décollage. 4590, décolle, 26 droite. Air France 4590. Vous avez des flammes! Vous avez des flammes derrière vous! Bien reçu. Ça brûle bien, mais je suis pas sûr que ça vienne du moteur. « 4590, vous avez de fortes flammes derrière vous. Oui, bien reçu. Faites à votre convenance. Vous avez la priorité pour le retour sur le terrain. Bien reçu. De Gaulle, tour du pompier leader. Pompier leader, le Concorde, je ne connais pas ses intentions. Mettez-vous en position près du doublet sud. De Gaulle, tour du pompier leader. L'autorisation pour pénétrer sur la 26 droite. Pompier leader, correction, le Concorde retourne sur la piste 9 en sens inverse. Négatif. On essaye le... De Gaulle, tour du pompier leader. Vous pouvez me donner la situation du Concorde là? Le Concorde s'est écrasé près du Bourget. Air France 4590. Me recevez-vous? Me recevez-vous? À tous les avions à l'écoute. Je vous rappelle dans un instant. On va reprendre nos esprits et on va reprendre le décollage.
Il y a de la fumée sur la 26 droite. Il y a quelque chose qui brûle apparemment. Il y a du pneu, des débris de pneus qui sont en train de brûler. Pour vous montrer un exemple simple d'un incident aérien grave, il y a le Robin DR400-120 qui, ébloui par le soleil, est atterri en dehors de la piste le 18-02-2018 à Chevannet-Villepreux dans le 78. En conclusion, il existe deux types d'événements, les accidents et les incidents. Les accidents aériens sont pour la plupart mortels, alors que les incidents aériens sont de petites erreurs qui ne mettent pas en danger les passagers, mais qui peuvent être quand même inquiétants.